Madame, Monsieur, bonsoir. Cette journée du 4 mars marque le début du plus grand procès pour pédophilie jamais organisé en France. À Angers, pendant 4 mois, 66 personnes vont devoir répondre de leurs actes sur 45 enfants. Jean-Pierre Raffarin lance aujourd'hui un appel direct aux ravisseurs de Florence Aubenas, le Premier ministre qui écarte toute diplomatie parallèle et toute démarche du député UMP Didier Julien. Depuis hier, la neige affecte à nouveau le centre, le nord et le grand ouest de la France. Des flocons qui ont entraîné de fortes perturbations sur les routes, des coupures d'électricité et des retards dans les aéroports parisiens. Les enquêteurs suisses n'excluent aucune hypothèse pour expliquer le meurtre du financier français Édouard Stern. Son corps a été retrouvé avant-hier à son domicile de Genève. Demain, les Américains vont découvrir dans les salles de cinéma un film très réaliste sur le quotidien des GIs en Irak. Un film qui sort au moment où on parle de 1500 soldats américains tués depuis le début de la guerre. Toujours plus de sécurité alimentaire, une société vient de mettre au point un nouveau procédé qui permet de bloquer à la caisse les aliments périmés. Et on commence ce journal par Steve Fossett qui s'apprête à réussir le premier tour du monde en avion en solitaire, sans escale ni ravitaillement, en moins de 80 heures. Le milliardaire doit atterrir dans les minutes qui viennent sur l'aérodrome de Salina au Kansas, en plein milieu des États-Unis. Malgré ses inquiétudes sur ses réserves en carburant, il va réussir son challenge. Nicolas Châteauneuf. Dans les airs, il semble presque fragile. Pourtant, cet avion aux formes étranges est en passe de boucler le premier tour du monde en solo et sans escale. À son bord, Steve Fossett, un Américain de 60 ans, ancien courtier, milliardaire, reconverti depuis, aventurier de l'extrême. L'aboutissement d'un périple de 37 000 km. Parti mardi matin, Global Flyer a traversé successivement l'Atlantique, l'Europe, l'Asie. Au-dessus du Pacifique, problème, le carburant s'épuise. Avec l'aide des vents d'altitude plus forts que prévu, Steve Fossett décide de poursuivre. Il a sans doute eu raison. À la base de Salina au Kansas, on l'attend dans les prochaines minutes. Il était temps. J'ai eu de fortes migraines. J'ai tout de suite pensé à la déshydratation, alors j'ai beaucoup bu et maintenant, ça va mieux. Steve Fossett, l'homme au 100 records du monde. Dans les airs d'abord, il y a 4 ans, il est le premier à boucler en solitaire le tour du monde en ballon. Sur l'eau également, Steve Fossett détient le record du tour du monde à la voile, sans escale. Ce même record que tente actuellement de battre le navigateur et concurrent Bruno Perron, joint sur son bateau il y a quelques heures. À chaque fois qu'il tente quelque chose, c'est complètement quelque chose qui surprend tout le monde. Et il apprend une discipline, il la maîtrise et il va jusqu'au bout. Donc c'est assez courageux et vraiment je lui souhaite bonne chance dans son tour du monde. Steve Fossett est tout près du but. Un tour du monde en 66 heures, un exploit. Le précédent record en équipage était de 9 jours. L'actualité en France marquée par cet appel de Jean-Pierre Raffarin. Le Premier ministre s'adresse directement aux ravisseurs de Florence Aubenas pour obtenir la libération de la journaliste. Pour Jean-Pierre Raffarin, toute diplomatie parallèle est exclue. Un message qui s'adresse également au député Didier Julien. Jean-Baptiste Prédaly. Ce matin au Salon de l'Agriculture, bref aparté entre Jean-Pierre Raffarin et Michel Barnier, son ministre des Affaires étrangères. Le sujet, la situation de Florence Aubenas. Cet après-midi, comme convenu, rendez-vous à Matignon pour les chefs de parti et les présidents de groupes parlementaires. Mais à la fin de cette réunion, surprise, le Premier ministre s'exprime. Les exigences de Didier Julien sont inacceptables, dit-il, mais surtout, il s'adresse aux ravisseurs. Je veux d'abord dire aux ravisseurs, s'ils m'entendent, que la France demande la libération rapide de Florence Aubenas et de Hussein Hanoun. Et si les ravisseurs veulent engager des discussions, qu'ils s'adressent au seul service officiel de la France. Hier, à l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Raffarin s'adressait à un Didier Julien apparemment ravi. Il lui demandait de transmettre ces informations. Selon Matignon, ces informations n'ont pas été jugées probantes. C'est donc l'État seul qui entend œuvrer à la libération de Florence Aubenas et Hussein Hanoun. Ce soir, entre droite et gauche, on évite toute polémique. Ce qui doit prévaloir, a dit le socialiste François Hollande, c'est la cohésion nationale. La diffusion avant-hier de la cassette montrant Florence Aubenas suscite toujours autant de questions. Les services de renseignement continuent à étudier cette vidéo, mais l'absence de revendications complique leur travail. Maryse Burgot, Christian Autain. Qui sont les ravisseurs de Florence Aubenas? Première constatation, la vidéo transmise sur la journaliste de Libération n'a rien à voir avec celle qui concernait Chénaud et Malbruno. Pas de logo d'identification, pas de référence religieuse.
Cette spécialiste du net consulte chaque jour les réseaux islamistes irakiens. Elle constate que le thème de l'enlèvement de Florence Aubenas ne figure presque pas sur ces sites islamistes. Les ravisseurs ne seraient donc pas, selon elle, les mêmes que dans l'affaire Chesneau-Malbruno. La différence flagrante, c'est l'absence totale de validation en deux phases, qui est un document vidéo et un communiqué qui l'un et l'autre, je dirais, se valident entre eux. S'ils ne sont pas islamistes, les ravisseurs de Florence Aubenas sont peut-être de la mouvance baathiste, la mouvance des nostalgiques de Saddam Hussein. Deuxième interrogation, Didier Julia peut-il vraiment jouer un rôle? Entendu aujourd'hui par les services français, il pose des exigences malgré la mise au point cet après-midi de Jean-Pierre Raffarin. Et il demande instamment que ses collaborateurs soient libres de leur mouvement. Il prétend pouvoir remonter jusqu'aux ravisseurs. S'ils me connaissent, je les connais. Maintenant, savoir personnellement de qui il s'agit, je ne peux pas vous le dire. Ceci dit, je crois que si j'ai ma liberté d'action avec mes collaborateurs, en quelques jours, je pourrais avoir bouclé la boucle et être parvenu aux ravisseurs. Troisième interrogation, qu'est devenu l'interprète de Florence Aubenas? Hussein Hanoun ne figure pas sur la vidéo. On sait que cet homme a été un intermédiaire au tout début de l'enlèvement de Chesneau et Malbruno. Y a-t-il un lien entre les deux enlèvements? Au siège de Libération, on ne privilégie aucune hypothèse, mais la direction du journal, par la voix de son rédacteur en chef, s'interroge sur l'attitude de Didier Julia qui, malgré ses supposées informations, n'a pas lancé d'appel aux ravisseurs. L'actualité en France, c'est aussi l'ouverture à Angers de ce procès pour pédophilie sans précédent. Un procès exceptionnel par son ampleur, 66 accusés, 45 jeunes victimes. Les débats vont durer 4 mois. Sur place, Dominique Verdeillan, Mathias Second. Ils ne seront que des silhouettes se faufilant derrière les grilles. 26 hommes, 13 femmes détenus, poursuivis pour viol. Ce sont pour la plupart les parents des victimes. Arrivant par l'entrée principale, les 27 autres accusés poursuivis pour agression sexuelle ou non-dénonciation de crime. Certains se cachent, se font tout petits. D'autres lâchent sans honte les mots de l'horreur, ce pourquoi ils sont là. La même chose que les autres. La pédophilie. On va réserver nos explications pour la cour d'assises. Voilà. Merci. Dans la salle d'assises, une absence remarquée. Aucun des enfants n'est présent. Leurs avocats souhaitent leur épargner cette nouvelle épreuve. On les a préparés, on leur a dit qu'aujourd'hui le procès allait s'ouvrir et on les tient informés de ce qui se passe en essayant d'avoir des mots à leur portée pour qu'ils puissent savoir de quoi on parle quand on leur parle. 9 jurés titulaires, 9 jurés suppléants siégeront aux côtés des magistrats pendant 4 mois. Les jurés récusés cet après-midi ne cachent pas leur satisfaction d'échapper à l'horreur du dossier. Pour moi, c'est vrai que c'est un soulagement. Qu'est-ce qui vous faisait peur? C'était la longueur ou l'horreur du dossier? Peut-être la complication aussi d'écouter aussi beaucoup de choses qui est peut-être pas trop évidente sûrement. 2 avocats de la défense ont déjà brandi le spectre du procès d'Outreau. Un amalgame selon la partie civile. On n'est pas à Outreau. Le dossier ne repose pas uniquement sur la parole des enfants, mais sur des éléments sérieux, à charge. Le procès se déroulera dans un huis clos partiel, sans public, mais en présence de la presse. La plupart des 66 accusés vivaient dans une extrême précarité sociale et psychologique. Beaucoup étaient d'ailleurs suivis par les services sociaux du département du Maine-et-Loire. Certains avocats de la défense mettent en avant la défaillance de ces services qui n'ont pas réussi à détecter l'existence de ce réseau de pédophilie. François Privat, Philippe Ritten. Un appartement de la périphérie d'Angers, théâtre de la prostitution, du viol et d'agressions sexuelles sur de nombreuses petites victimes. Le couple qui vivait ici avec ses 4 enfants bénéficiait d'un suivi social. Comme il y avait une assistante sociale, je me suis dit, elle doit s'occuper de ça. Elle est là pour ça, quoi. Vous la voyez souvent, une fois par semaine? Oh, oui, peut-être même plus. On la voyait très souvent. Des services sociaux, comme l'office HLM, qui n'aurait pas donné l'alerte. Autre exemple, de nombreux accusés étaient placés sous tutelle ou curatelle. Selon le responsable de l'Union départementale des affaires familiales, ces personnes ne pouvaient être contrôlées et suivies qu'une fois par mois. On ne reste pas empêcher les déviances, il ne faut quand même pas faire d'illusion. Mais ceci étant, on n'aurait certainement pas pu, dans le contexte présent, apporter le suivi nécessaire, minima, pour garantir. Autre exemple de faillite des institutions. Au moment de l'arrestation de leurs parents,
Tous les enfants ont été placés dans un foyer pour les protéger. C'est pourtant ici que l'une des fillettes âgée de 8 ans a été violée par un adolescent de 13 ans. Karine, sa mère, a porté plainte. Impliquée dans l'affaire, elle comparaît libre pour non-dénonciation d'abus sexuels sur ses enfants. Comment ma fille, déjà victime, déjà séparée de sa famille qui est censée ne pas l'avoir protégée, se retrouve à nouveau dans un lieu où elle n'est pas protégée par les adultes. Comment à 8 ans on peut à nouveau avoir confiance dans les adultes et avoir envie de grandir dans ces conditions-là. Durant le procès, le parquet a fait citer comme témoins 26 travailleurs sociaux. On rejoint Dominique Verdeillan en direct d'Angers. Bonsoir Dominique. On peut dire qu'à l'issue de cette première journée, on connaît un peu mieux le profil de ces accusés ? Oui, il faut se garder de toute caricature, mais c'est vrai que les 66 accusés que nous avons vus défiler cet après-midi incarnent l'impensable, l'impardonnable, le répugnant. Mais je crois surtout que le choc de cette journée, c'est la découverte de ce qu'on pourrait appeler une cour des miracles judiciaires. On l'a dit, c'est le procès du quart-monde, c'est le procès de la misère sexuelle, sociale, intellectuelle, psychologique. Les accusés ont entre 24 et 60 ans. La plupart sans profession, chômeurs, se côtoient sur le même banc. Jardiniers, femmes de ménage, chauffeurs routiers, ouvriers, jardiniers, certains ne savent pas lire, ils s'expriment difficilement d'une manière ruste. Alors c'est vrai que l'un des enjeux de ce procès, c'est de savoir si ce réseau vivait, j'allais dire, en vase clos, ou bien y avait-il un second cercle avec des personnes moins défavorisées et qui, j'allais dire, l'alimentaient au moins financièrement. Merci beaucoup Dominique. Le procès qui va durer 4 mois. C'est le Grand Ouest qui a connu aujourd'hui les conditions météo les plus difficiles. Des chutes de neige ont touché l'Orne, la Manche et le Calvados. La circulation était très perturbée sur l'A84. Romuald Bonan, Gabriel Camilla. Une couche de neige de plus de 20 cm tombée sur la verte Normandie. Du coup, au lever du jour, c'est toute la circulation qui s'est gelée sur 80 km de l'autoroute A84 dans le département du Calvados. Si on était au sport d'hiver, ce serait mieux. Mais non, on est coincé, on n'a pas trop le choix, mais on aimerait savoir ce qui se passe, c'est surtout ça. Très vite ce matin, l'autoroute a dû être coupée. La raison, plusieurs dizaines de poids lourds qui, malgré l'alerte de vigilance orange et les mauvaises conditions météo, ont quand même tenté leur chance pour finir en travers de la route. Mais c'était interdit aux camions. Et alors pourquoi vous êtes là? Parce que ce matin, c'était pas interdit. On a qu'à merder et puis on est bloqué, quoi. Pendant que ça roule et puis que ça patine pas, on essaye de se tirer. Hein. Dégager la route. Une mini-pagaille qui a sérieusement compliqué le travail des chasse-neige. Car avant même le déneigement, il a fallu réguler la circulation chaotique des véhicules engagés sur l'autoroute. Les camions sont sur les deux fils de l'autoroute et les saleuses ne peuvent plus passer pour faire leur travail. Alors il faut dégager les camions un par un, ce qui fait que là vous voyez en ce moment, il y a un camion qui arrive en contresens. Mais ça ne devrait pas exister, quoi. Donc c'est bien dommage. Sur l'autoroute, pour les agents de la DDE, après les chasse-neige, les pelletés de sable pour sortir les poids lourds des guêpiers. Et des camions grues sur les routes secondaires qui ont été autant de pièges. Le pauvre gars, il a glissé, il a été poussé. Et puis après, le pauvre gars, il est tremblé, il est venu chez nous, on lui a offert un petit café, quoi. En milieu d'après-midi, la circulation a repris timidement sur la 84. Côté ciel, une lente amélioration est prévue, mais ce soir, un camion s'est renversé, bloquant à nouveau l'autoroute. Dans le nord, une circulation difficile suite à des chutes importantes de neige. La région de la Côte d'Opale a été particulièrement touchée. Les habitants des villages de Doudoville et Bézinghem ont dû s'organiser. Les déplacements étaient d'autant plus difficiles qu'une grève des agents de conduite de la SNCF a perturbé le trafic ferroviaire. Une grève qui a mobilisé un conducteur sur 10. Les perturbations ont donc été assez limitées sur le réseau national. L'Île-de-France, elle aussi, a été touchée par la neige et le verglas. Aucune difficulté signalée à Paris intramuros, car la neige ne tenait pas au sol. En revanche, les aéroports d'Orly et de Roissy ont connu de fortes perturbations durant la journée. En fin d'après-midi, les retards étaient encore d'1 heure en moyenne. Christophe Widman, Marie Cazot. Cette belle étendue neigeuse est une piste d'atterrissage inutilisable. À Roissy et Orly ce matin, le trafic aérien a dû être interrompu pendant plusieurs heures, le temps pour les chasse-neige de faire leur travail.
L'intervention avec les engins qui sont derrière vous, eh bien, c'est environ 45 minutes dans des conditions normales, voire davantage si jamais il y a par exemple de verglas. Abrités mais dépités, des milliers de passagers ont dû patienter dans les aérogares parisiens. Plusieurs centaines de vols ont été reportés ou annulés. Ça commence à vraiment devenir carrément insupportable parce que je crois que le prochain espoir que j'ai, c'est 18 ou 20 heures. Donc là, 12 heures dans l'aéroport pour aller à Nice, qui a 1h30 d'avion, ça commence à faire beaucoup. Des automobilistes également ont dû être patients. Ce matin, en Ile-de-France, il fallait souvent plusieurs heures pour se rendre au travail. Le paysage est sympa, et en plus, on a le temps de le voir. On n'est pas habitué, on n'est pas équipé. Rapidement, les principaux axes de circulation ont pu être déneigés. Il n'y a pas eu d'embouteillage géant comme la semaine dernière. Attention tout de même, des difficultés persistent sur certaines routes secondaires qui restent difficilement praticables. Et puis cette image plutôt inhabituelle, l'image aérienne montrant la commune de Valbonne dans les Alpes-Maritimes recouverte d'un épais manteau neigeux. Un paysage plutôt exceptionnel dans cette région habituée aux températures clémentes durant l'hiver. Toujours dans les Alpes-Maritimes, proches de la frontière italienne, les habitants du petit village de la Turbie n'en reviennent toujours pas. La neige n'en finit pas de tomber depuis un mois, une situation sans précédent depuis 20 ans. Mais petit à petit, on finit par s'organiser. Nathalie Jourdan, Raymond Chaplard. 20 cm en une nuit, on patine encore un peu à la Turbie, mais après 6 chutes de neige en moins d'un mois, on commence à avoir les bons réflexes. Quand on va à la montagne faire du ski, on prend les chaînes, non ? Ça devrait être obligatoire dans toutes les voitures. Les automobilistes ne se laissent plus piéger, la mairie non plus. La neige n'attaquera plus par surprise. On a quand même pris des initiatives, notamment en stockant du sel et en louant un engin, un petit engin qui permet de déneiger les petites ruelles. Un chasse-neige de poche et une brigade entièrement dédiée au déblaiement. Les trottoirs sont vite praticables. Bon, ça va, elle tient pas beaucoup, parce qu'à force de saler depuis une semaine, elle accroche plus trop. Raclage, salage, ce matin l'école a pu ouvrir, mais les enseignants non domiciliés sur la commune n'ont pas réussi à rallier leur salle de classe. L'école s'est donc transformée en garderie. La Turbie apprend à vivre comme un village de montagne. La mer a beau être proche, à 500 mètres d'altitude cette année, la neige sur les palmiers, ce n'est pas qu'une carte postale. La Corse, elle non plus, n'est pas épargnée. Le froid inhabituel a entraîné des coupures temporaires d'électricité sur l'île. EDF espère un retour à une situation normale pour samedi grâce, vous le voyez, à l'arrivée de groupes électrogènes. Aujourd'hui, chaque client était privé d'électricité pendant une demi-heure toutes les 3 heures. Ce froid et cette neige ont déjà un coût puisque 75 000 entreprises du bâtiment ont dû interrompre leur activité. C'est un coup dur pour les petites sociétés qui ne sont pas couvertes par les assurances et qui ont donc des difficultés pour payer leurs salariés. Et puis Météo France, à noter, maintient pour demain son alerte orange de vigilance en région parisienne. Et puis des chutes de neige sont aussi à prévoir en Basse-Normandie, dans le centre et dans le nord-ouest. En Italie, plusieurs régions ont été touchées par de fortes chutes de neige. Elles ont paralysé les trafics aériens et automobiles à Gênes et à Milan. Les écoles de ce secteur ont même dû être fermées et les bus interdits à la circulation. La justice suisse se montre très discrète dans son enquête sur la mort du financier français Edward Stern. Son corps a été retrouvé avant-hier à son domicile de Genève. On sait simplement qu'il a été tué au moyen d'une arme à feu. Les enquêteurs n'excluent aucune piste. Edward Stern était un homme d'affaires très controversé. Benoît Gadret, Thierry Simonet. C'est dans cet immeuble résidentiel du centre de Genève que le corps d'Edward Stern a été retrouvé mardi après-midi. Ses collaborateurs s'étaient inquiétés de son absence. Ils ont appelé l'employé de maison avec qui ils ont pénétré dans l'appartement. Et moi, je regardais ses chaussures par terre, devant la porte de sa chambre. Et moi, je disais, s'il vous plaît, venez par là-bas, vous allez dans la chambre. Moi, je tremblais déjà à ce moment-là. Et puis, le monsieur, moi, j'ai commencé à avancer. Et le monsieur, elle m'avait dit, non, madame, vous venez pas, c'est mieux que vous restez là. Edward Stern gisait dans sa chambre. La porte était fermée à clé, l'alarme déconnectée. L'immeuble, dans lequel est installé un bureau de police, est équipé d'un système de vidéosurveillance. La porte, alors, n'a pas été forcée.
Qui plus est, M. Stern a été tué à l'aide d'une arme à feu. Edward Stern est héritier de la famille Stern et l'ancien gendre de Michel David Weill, le président de la Banque Lazare. Financier iconoclaste, franc-tireur au caractère bien trempé, il aimait faire des coups. À Genève, il dirigeait la société I2R, spécialisée dans la promotion immobilière et depuis peu dans les investissements dans les pays de l'Est. Edward Stern a été vu chez lui lundi soir, quelques heures avant sa mort. Les circonstances de son décès laissent à penser qu'il connaissait le meurtrier ou qu'il avait un rendez-vous. Affaire de mœurs, crime crapuleux ou règlement de compte lié à ses affaires, la justice suisse est ce soir très prudente. Il y a un an, une enfant de 7 ans trouvait la mort happée par un tapis roulant dans la station de ski de Valseny. Aujourd'hui, le maire de la commune et le directeur des remontées mécaniques sont en garde à vue. Un nouveau rapport d'expertise confirme le blocage du système de sécurité du tapis. Les enquêteurs parlent d'une mauvaise organisation du travail dans la station. 2 employés avaient déjà été mis en examen pour homicide involontaire. Un nouveau type d'escroquerie via Internet arrive en France. Il s'agit du phishing, un nom qui nous vient des États-Unis. Une fraude qui consiste à subtiliser les informations bancaires pour détourner de l'argent en imitant un mail provenant de votre banque. Explication Paul de Genève, José Boulestex. Vous avez l'habitude de gérer vos comptes par Internet, méfiez-vous. Cet email pourrait provenir de votre banque. Sous prétexte de problèmes de sécurité, elle vous demande de vous rendre sur son site. S'ouvre alors une page avec un questionnaire. Numéro de compte, numéro de carte de crédit. Les informations les plus confidentielles vous sont demandées, mais c'est un piège. Ces informations sont en fait enregistrées par une personne malveillante qui va réutiliser celle-ci pour vider votre compte en banque, pour effectuer des virements vers des comptes extérieurs et ainsi vous berner. Cette nouvelle escroquerie s'appelle le phishing ou hameçonnage. Des banques françaises sont déjà touchées, des enquêtes sont en cours. Le principe est simple. L'escroc envoie des millions d'emails qui imitent ceux d'une banque connue. Quelques internautes mordent à l'hameçon et transmettent leurs données. Au début de l'année, on pourrait recenser près de 1800 sites actifs dans le monde. Et pour la France Et en France, ça représente à peu près 40 sites actifs. Et nous n'en sommes qu'au début. Touchez également ce site de vente aux enchères en ligne. Son conseil aux clients, ne jamais donner ses coordonnées par email. Il faut vraiment être très, du moins continuer à développer et à informer les internautes sur le fait que jamais nous ne leur demanderons de communiquer leurs coordonnées par email. Une affaire a déjà été jugée en France. L'escroc était un étudiant en informatique. Mais dans la plupart des cas, c'est la criminalité organisée qui se cache derrière. Jacques Chirac a achevé aujourd'hui ses consultations en vue du référendum sur l'Europe. Aujourd'hui, il recevait Marie-Georges Buffet. La secrétaire nationale du Parti communiste a demandé du temps pour instaurer un vrai débat avec les citoyens. Marie-Georges Buffet qui a affirmé qu'elle se battrait jusqu'au bout pour que le non l'emporte. Jacques Chirac a également reçu aujourd'hui Jean-Michel Bailly pour le PRG et Georges Sarr, le premier secrétaire du MRC, le chef de l'État qui devrait annoncer avant la fin de la semaine la date du scrutin. 2 ans et demi après l'attentat de Karachi au sud du Pakistan qui avait coûté, rappelez-vous, la vie à 11 Français qui travaillaient pour la DCN, la direction des constructions navales, la police pakistanaise a arrêté un militant islamiste condamné à mort par contumace pour sa participation à cet acte. Mohamed Souhail ne sera pas rejugé mais sera entendu sur d'autres dossiers. En Irak, l'insécurité qui règne dans le pays a amené le Premier ministre à prolonger d'1 mois l'état d'urgence. Aujourd'hui encore, un double attentat suicide et une explosion à la bombe ont fait 9 morts, dont 3 GIs. Depuis l'arrivée des troupes américaines, 1500 soldats sont morts en Irak, donc depuis mars 2003. Un bilan qui intervient au moment où les Américains vont découvrir dans les salles de cinéma un film documentaire sur le quotidien des GIs en Irak. Loin de l'engagement de Michael Moore, le réalisateur a voulu simplement montrer la vie de ces hommes pendant 2 mois. Correspondance Pascal Golomer, Tristan Lebras. Bienvenue au Gunner Palace, ancien palais d'Uday, le fils de Saddam Hussein, devenu le quartier général d'une division d'artilleurs américains. On l'a bombardé, maintenant on fait la fête dedans. Le réalisateur américain Michael Tucker a passé 2 mois avec ses gamins en uniforme, fin 2003, début 2004. Ni pour dénoncer, ni pour glorifier la guerre, juste pour la montrer, par petites touches. Touches parfois surréalistes, quand l'heure est à la rigolade.
Le film ne présente aucune scène de combat. Il suit simplement les soldats en patrouille, la peur au ventre et les raids chez les Irakiens suspects. Là, les soldats ne font plus les malins. Mais ils savent jouer aussi avec la caméra, comme lorsqu'ils présentent le blindage de fortune de leur 4x4. Ce blindage dernier cri parviendra peut-être, si vous avez de la chance, à ralentir les éclats d'obus de telle sorte qu'ils resteront dans votre corps au lieu de le traverser. Un brin de dérision face au manque de moyens, mais pas de politique. Personne devant la caméra ne défendra cette guerre, personne ne la critiquera non plus. Quelle que soit leur opinion sur la guerre, ils ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux sous prétexte qu'ils sont contre la guerre. Ils ne peuvent pas non plus s'échapper. Donc ils se résignent, ils préfèrent se dire « terminons le boulot sans trop nous poser de questions ». Quand l'un des nôtres est blessé, dit le soldat chaud, c'est là que nos cœurs battent plus vite, que nos estomacs se nouent. Pour vous, tout ça, c'est peut-être juste un film. Mais nous, on est les acteurs de ce film. C'est tout ce que Michael Tucker voulait montrer. De jeunes Américains ordinaires face à la réalité complexe de la guerre. Un peu plus de 2 mois après le tsunami qui a causé la mort de 290 000 personnes, voici l'image de ce bébé devenu célèbre malgré lui. On l'a surnommé bébé 81 car c'était la 81e personne accueillie dans un hôpital du Sri Lanka. Pendant plusieurs jours, des dizaines de parents se le disputaient. Et puis, grâce à un test ADN, il a pu retrouver son père et sa mère. Tous les 3 étaient reçus aujourd'hui en star sur un plateau de télévision américain pour une émission en prime time. L'occasion pour nous de faire un point sur la situation dans ces pays touchés par le raz-de-marée. L'ONU estime aujourd'hui qu'il faudra 10 ans pour les reconstruire. 6 milliards d'euros ont été récoltés à travers le monde, dont 300 millions en France. Face à cet élan de générosité, des associations ont même dû stopper leurs appels aux dons. Une petite partie de cet argent a déjà servi à l'aide d'urgence. Le reste sera utilisé pour des actions à plus long terme. Loïc Delamornay, Jean-Yves Blanc. L'afflux des dons est à la hauteur de la violence des images. Devant l'ultra-médiatisation de la catastrophe, près d'un Français sur 2 a donné. L'État a versé 45 millions d'euros aux pays sinistrés, plus 20 millions pour les surcoûts de l'opération militaire. Mais ce sont les dons privés qui sont les plus élevés, 220 millions spontanément donnés par les Français. Au total, près de 300 millions d'euros récoltés, l'équivalent de 3 télétons. Devant pareille somme, les organisations humanitaires vont régulièrement vérifier sur le terrain l'utilisation de cet argent. J'ai vu des dizaines d'équipes au travail, donc je peux garantir que l'argent est utilisé à des choses très pratiques, très concrètes de tous les jours. Mais l'argent ne peut pas acheter le temps. La phase d'urgence passée, la reconstruction sera très longue. Comme ici, au Sri Lanka, un pays où, comme partout ailleurs, il y a des règles à respecter, des appels d'offres, des lois d'urbanisme. Et ce n'est pas la seule difficulté. La grande difficulté, et ça il ne faut pas se la cacher, c'est qu'il y a énormément d'organisations, énormément d'organismes, d'associations, d'organisations internationales, et que la mise en place, je dirais, l'organisation de cette myriade d'interlocuteurs pour les États prend également un certain temps parce qu'il faut bien organiser l'aide. Justement, à côté des grandes organisations humanitaires, au réseau bien rodé, les petites associations s'inquiètent. Est-ce que toute l'aide envoyée parvient bien à destination? Ces pêcheurs marseillais doivent prochainement réexpédier des filets de pêche, mais ils ont été un peu refroidis par leur premier envoi. Mon souci aujourd'hui, il ne faudrait pas que ça se passe comme la première fois, que ça reste sous douane, que ça soit pillé sur les quais ou au service fret, et que le pêcheur qui est vraiment dans le besoin ne verra jamais la couleur. Ou alors ça devient un marché parallèle, ça risque d'être revendu. D'autres associations tirent la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, plus d'une centaine de containers sont bloqués dans le port de Colombo. Imaginez qu'il y a peut-être encore une centaine de containers en mer. Il faudra des mois et des mois pour aller vérifier cette marchandise. Et il y a peut-être derrière tout ça des problèmes qui m'échappent. Pour couronner le tout, des droits de douane élevés pourraient prochainement taxer les marchandises humanitaires. Dernière question, que faire de l'argent inutilisé? Médecins sans frontières, par exemple, a reçu 3 fois plus que nécessaire. Avec d'autres, l'organisation va demander à ses donateurs l'autorisation de réaffecter leurs dons. Si on dépensait cet argent, par exemple, pour des programmes en faveur des malades du sida, où on a besoin cruellement de fonds, sans consulter les donateurs, ce serait pas très juste, pas très honnête de notre part. L'argent du tsunami servira donc en partie à d'autres causes humanitaires.
Les voitures bon marché sont les stars incontestées du 75e salon de l'automobile de Genève. Comme Renault avec sa Logan, tous les constructeurs se lancent dans des modèles à moins de 10 000 €. Aujourd'hui, plus que jamais, le prix, c'est un argument marketing. Luc Bazizin, Jean-François Monnier. Une nouvelle venue dans le paysage automobile, la Logan, pour la première fois présente sur un salon grand public. Son arrivée rime avec bon marché, vendu 5 000 € en Roumanie et bientôt 7 500 € en France. Une différence qui s'explique en partie par un équipement adapté à notre marché. Imaginée par Renault et commercialisée sous la marque Dacia, cette voiture devient une référence de prix bas. Je sais l'effort que ça a représenté pour Renault de développer cette voiture. Si nos concurrents veulent faire le même effort, qu'ils le fassent, j'ai envie de dire bienvenue. Et la concurrence sur le marché automobile est telle que la majorité des constructeurs s'efforcent d'afficher des prix d'attaque attrayants. Mais le consommateur ne s'y trompe pas, il en veut aussi pour son argent. Des voitures moins chères avec plus d'équipements. Le coréen Hyundai par exemple en fait son argument commercial. Le plus important, c'est de pouvoir proposer à des consommateurs de bons prix dans tous les segments, car tous les consommateurs ne sont pas forcément intéressés par des petites voitures. Nouvelle arrivée en Europe sur le créneau des véhicules à prix réduit. Le plus de Chevrolet remplace le logo du coréen Daewoo. Les modèles restent les mêmes, mais l'agressivité commerciale, elle, est renforcée. Pour le dirigeant européen de la marque, pas de doute, les prix planchers ne vont plus descendre sous la barre des 7 à 8 000 €. Nous n'envisageons pas coûte que coûte de baisser encore nos tarifs. Notre mission dans la vie de l'entreprise, c'est d'offrir le meilleur rapport qualité-prix possible. Des arguments qui contrastent avec l'exubérance des modèles exposés ici à Genève. Dans la capitale du luxe, les voitures très haut de gamme, elles, ne connaissent presque pas de limite de prix et les commandes affluent. Celle-ci, par exemple, est en rupture de stock et pourtant elle vaut l'équivalent de 150 Logan achetés en Roumanie, soit 750 000 €. À noter que le PDG de Renault, Louis Schweitzer, a été nommé tout à l'heure par Jacques Chirac à la présidence de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité. Louis Schweitzer, vous le savez, qui doit quitter le groupe automobile dans un mois. C'est Carlos Ghosn qui doit lui succéder. Pour la première fois, la Chine a son stand au Salon de l'agriculture. Éleveurs, agriculteurs et sociétés agroalimentaires viennent y chercher des débouchés, mais aussi s'inspirer de nos méthodes d'élevage. L'enjeu est de taille puisque 450 millions de Chinois vivent directement de cette agriculture. Laurence de Cherf à la location. Ils n'en reviennent pas. Face à ce gigantesque spécimen de la génétique française, ces éleveurs chinois en visite au salon de l'agriculture restent bouche bée. On n'a jamais regardé les vaches comme ça, qui grandent. L'agriculture française, ces Chinois la connaissent de réputation. Cet industriel dirige une grosse entreprise de 500 salariés qui produit du lait grâce à 3000 vaches. Avec du lait de vache normande. Il souhaite produire un meilleur lait en plus grosse quantité et pourrait bien à l'avenir importer des races françaises. Chaque race a son point fort. Alors on va noter dans chacune de ces races françaises les qualités qu'on recherche. Pour la première fois, la province de Jiangsu expose cette année au salon ses produits exotiques. Je pense surtout au vinaigre d'ananas. Ou encore légumes ou fruits déshydratés destinés surtout aux communautés chinoises d'Europe. Mais la Chine, en pleine expansion, est aussi à la recherche de technologies. Ce qui est important pour nous, c'est chercher des partenariats dans le secteur de savoir-faire technologie, dans le traitement de agroalimentaire et aussi on cherche des équipements. Cet horticulteur est intéressé par un système naturel de fertilisation. La Chine peut être un client de plus pour cette entreprise française. Elle importe 9 fois plus qu'elle n'exporte sur nos marchés. Donc on est loin d'avoir saturé le marché chinois. Un marché chinois qui ne demande qu'à moderniser ses 5 millions d'hectares cultivés. On connaissait déjà les pastilles fraîcheurs qui changeaient de couleur. Aujourd'hui, une société de la région parisienne vient de mettre au point un nouveau procédé qui permet carrément de bloquer l'aliment à la caisse quand il est périmé. Sophie Rodier, Guillaume Viard. Une simple pastille pour garantir la fraîcheur des aliments. Voilà l'invention de cet ingénieur de 26 ans. Quand le produit est périmé, le film s'opacifie et rend impossible la lecture du code barre à la caisse. L'étiquette a changé de couleur parce que la date limite de consommation du produit a été atteinte ou parce que le produit a subi des ruptures de chaîne de froid. Le gel contenu dans les pastilles est composé de millions de bactéries. À chaque augmentation de température, elles prolifèrent à l'intérieur de la capsule et la colorent.
Un steak haché s'abîme plus vite qu'un yaourt ou une salade, alors il a fallu adapter les pastilles en fonction de la sensibilité de chaque aliment. On a réussi à sélectionner effectivement un grand nombre de bactéries alimentaires et mis au point un grand nombre de gels qui nous permettent de simuler ce qui se passe effectivement à l'intérieur du steak haché, de la salade ou du plat cuisiné. Ce système devrait faire son apparition dans les grandes surfaces en septembre prochain. Une garantie supplémentaire pour les consommateurs, soucieux de la fraîcheur des aliments. Après mes courses, je rentre chez moi. Je ne traîne pas en route. Je prends les produits qui sont derrière parce que souvent les dates s'en vont beaucoup plus loin. Selon une étude, les consommateurs ont du mal à respecter la chaîne du froid. Après achat, seuls 32% des produits sont conservés dans des conditions optimales. La vague de froid tardif qui a frappé la France ces derniers jours a des conséquences sur la faune. Certains oiseaux migrateurs ont stoppé leur progression vers le nord. C'est le cas des oies cendrées. Cette année, elles se sont arrêtées près de Bordeaux pour éviter la neige. David Bazier, Bernard Bonarme. Bien sûr, les oies sauvages ne reçoivent pas les bulletins d'alerte de Météo France. Pourtant, elles viennent de stopper leur migration. D'habitude, rien ne les arrête lorsqu'elles quittent l'Espagne pour aller nidifier dans le nord de l'Europe. Mais plus elles avancent, plus elles rencontrent des sols gelés où il est difficile de trouver de la nourriture. On va s'approcher tout doucement. Je sais pas si vous les voyez. Sous son filet de camouflage, Nathalie Lagarde nous guide dans le marais de Brault-Saint-Louis en Gironde. 1500 oies s'y sont arrêtées. Leur choix est judicieux car cette chasse privée vient tout juste d'être rachetée par la mairie et transformée en réserve naturelle. Elles ont très vite repéré que c'était une zone protégée. Elles ont pressenti le froid qui était plus au nord. Donc elles attendent que ce froid disparaisse pour aller un peu plus loin, quoi. Encore une chance pour les oies. Pour la première fois cette année, la chasse est fermée depuis le 31 janvier. Et le garde-chasse, amoureux des oiseaux, constate qu'elle trouve de la nourriture dans les champs de maïs voisins. Il faut savoir qu'elle dépense une énergie très importante pour la migration. Et s'il n'y a pas de carburant, si elles ne mangent pas suffisamment, fatalement ça les ralentit dans leur mouvement migratoire. Après avoir repris des forces et avec des températures plus clémentes, nul doute que les oies quitteront très vite le sud-ouest, car c'est quand même le pays du foie gras. La vogue du freeride à la montagne. Le freeride, c'est un sport extrême qui consiste à ne skier qu'en hors-piste sur des cols inexplorés. Alors des descentes à ne pas tenter si vous n'avez pas de guide. Chaque année, une compétition réunit ces as de la glisse. C'est aux Arcs. Un reportage de Nathalie de Rinxin et Marc Langenhagen. Au début, ça ressemble à une balade, un hors-piste presque pépère, quand soudain, tout s'accélère. Le terrain de jeu de ces skieurs, pas comme les autres, c'est le hors-piste. Ici, tout est permis, mais attention, le freeride est un sport à manier avec précaution. Aurélien Ducrot est un des meilleurs Français. Ancien sauteur à ski de haut niveau, il s'est tourné vers le freeride par philosophie, envie de liberté. Voilà, c'est le départ ici. Moi, je vais descendre là, un peu dans le petit goulet, puis prendre juste un petit peu sur la droite en dessous pour arriver sur une belle barre rocheuse. L'objectif des compétiteurs, c'est de passer là où personne ne va. Les couloirs d'avalanche, les barres rocheuses, voilà leur péché mignon. Mais à l'heure des reconnaissances, pas question de rigoler. C'est un péage, non, je le ferai pas du tout, non. Je m'y aventurerai pas. Parce que parce que c'est hyper aléatoire, c'est vraiment une chance sur deux et c'est un peu joué au con. Le freeride attire de plus en plus de monde. En compétition, la sécurité est omniprésente. Le freeride, c'est porteur, c'est sortir des sentiers battus, c'est explorer la nature. Mais avant, après, il faut quand même ramener tout ça à la montagne, et la montagne ne fait pas de cadeaux. Sur leur montagne, perchés au milieu de nulle part, les champions attendent leur tour. On se réchauffe, on s'échauffe. Aurélien a une condition physique sans faille. La descente dure 2 minutes, 5 juges apprécient sa prestation. En compétition, les freeriders envoient du gros, comme ils disent. Parfois ça passe, parfois non, peu importe, ils sont d'abord là pour se faire plaisir. En football, le Paris Saint-Germain a été éliminé en 8e de finale de la Coupe de France après avoir pourtant mené 2-0 à Auxerre. Mais les Bourguignons l'emportent finalement 3-2 grâce au but de Kalou Benjani et Akalé. Nouvelle désillusion donc pour le PSG et qualification d'Auxerre pour les quarts de finale.
Et on connaît justement 7 des 8 qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France. 3 clubs de Ligue 1, Auxerre, Monaco et Sochaux. 3 clubs de Ligue 2, Clermont-Ferrand, Grenoble et Sedan. Un club de National, c'est Nîmes. Le match Boulogne-Nantes a été reporté à cause des intempéries. La suite des défilés de prêt-à-porter pour l'hiver prochain. 2 noms s'imposent aujourd'hui dans ce secteur de la mode. C'est Victor et Rolf et Stella McCartney, la fille du célèbre rocker. 2 lignes de vêtements qui véhiculent une image très forte, mais surtout qui se vendent très bien. Estelle Collin, Bruno Giraudon. Quoi de mieux que la bourse un beau matin d'hiver pour présenter une collection qui a déjà une très forte cote sur le marché. Car ces grandes filles toutes simples, à l'image de leur créatrice, Stella McCartney, la fille de son papa, sont désormais une valeur sûre. Côté business, la mode c'est un peu comme à la roulette russe. Tous les 6 mois, allez, on remet tout à plat et là, pas question de se tromper. La sanction finale, c'est le chiffre d'affaires. On doit à tout prix et absolument référencer et proposer à nos clients des produits qui sont des produits avec une forte image, puisque c'est ça qui fait la mode aujourd'hui, c'est l'image. D'ailleurs, c'est aussi grâce à l'image dont ils savent parfaitement jouer que les Victor et Rolf se sont imposés. Leur base de travail, la chemise blanche. Regardez, acte 1, spectaculaire version millefeuille, acte 2, la même, sobre et commerciale. Leur style, drôle, radical, astucieux, tiens, et bien un peu comme la version de leur Belle au bois, dormant debout. En fait, c'est leur théâtralité qui, en moins de 10 ans, a projeté ces 2 Néerlandais sur le devant de la scène. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Valérie Alexandre, suivi du point route avec Julien Pascal. 20h55, envoyé spécial présenté par Guylaine Chenu et François Joly. Au sommaire, Génération Casting et enquête sur les cosmétiques. 23h, Campus, le magazine de l'écrit. Sartre et l'engagement politique. Guillaume Durand reçoit Serge Julie, Jacques Lang et bien d'autres. 0h45, le dernier journal vous sera présenté par Eve Mété. Dès 6h30, Télématin, dans les 4 vérités, Gérard Leclerc recevra Fadela Amara, la présidente du mouvement Ni pute ni soumise. Et on se quitte sur ces images en direct, ces images de l'exploit de 6 fossettes, puisque le milliardaire américain va se poser dans les toutes prochaines minutes sur l'aérodrome de Salina au Kansas, en plein milieu des États-Unis. Vous le voyez, le train d'atterrissage est déjà sorti. Il va donc réussir le premier tour du monde en 65 heures à bord de son avion ultra léger. C'était en solitaire, sans escale ni ravitaillement. Et malgré ses inquiétudes sur les réserves de carburant, eh bien, il va réussir son challenge. Voilà, c'est sur cette image en direct des États-Unis de Salina au Kansas que l'on se quitte. Excellente soirée sur France 2.